Bien que la base soit désormais sous le contrôle ivoirien, la coopération avec la France ne disparaît pas totalement. Parce que la coopération a changé de forme. On n'est plus dans une coopération d'intervention, mais on est dans une coopération de formation stratégique, de renseignement. Parce qu'il y a une centaine de militaires français qui vont rester pour faire cette formation, l'accompagnement des soldats ivoiriens, quand on sait qu'il y a eu des formations entre les... Et c'est un signe d'une transition progressive plutôt que d'une rupture brutale comme ça a été constaté ailleurs. La Côte d'Ivoire franchit une étape clé dans la consolidation de sa souveraineté avec la rétrocession officielle de la base militaire française du 43e BIMA. Après plusieurs décennies de présence, ce transfert symbolise une réorganisation stratégique des relations militaires entre la France et son ancien territoire colonial. Cette décision s'inscrit dans un contexte plus large de redéfinition des alliances et d'une volonté croissante des États africains de renforcer leur autonomie en matière de défense. Mais au-delà du symbole, quelles seront les implications concrètes de ce retrait pour la sécurité régionale et la coopération franco-ivoirienne? Les chroniqueurs de Live-TV analysent les enjeux de cette rétrocession, les perspectives d'évolution des forces armées ivoiriennes et les réactions face à cette transition historique. Restez avec nous pour un décryptage complet de cette actualité majeure. Vos avis sont les bienvenus dans les commentaires. Ivoirien qui flottera désormais à l'ex-bataillon français d'infanterie marine. Aujourd'hui, l'ex-43e BIMA a été retrocédé à notre pays, la Côte d'Ivoire, a été rebaptisé du nom du premier chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire, le général Thomas Dakin Ouattara. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. Comme tous les soirs, à partir de 19h, nous sommes toujours très heureux d'être en votre compagnie. Encore une fois, bonsoir et merci d'être avec nous. Ce soir, nous avons 2 dames et 2 hommes. Pascal Souquier, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Christelle, merci et bonsoir chez vous. Sarah Wadili Ndiaye, merci d'être là, Sarah. Bonsoir Christelle et bonsoir à tous. Marius Komoé, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Je t'en prie Christelle, bonsoir à tous et à toutes. Daouda Koulibaly, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Nous le disions donc à l'entame de ce temps d'antenne, la France a retrocédé donc ce camp qu'elle occupait depuis 1978 lors d'une cérémonie en présence des ministres des Défenses des deux nations qui vont quand même continuer leur coopération militaire. Daouda, avec vous, on essaiera de faire un point de situation et puis les perspectives. Christelle, lorsque j'ai vu aujourd'hui cette cérémonie symbolique minimaliste, j'avoue que si je n'étais pas journaliste, j'allais couler une larme. Je suis sûr que le journaliste pleure quand même aussi. Oui, il pleure aussi, mais je suis censé ne pas avoir trop d'émotions. Mais j'ai eu quand même un peu d'émotion parce que Christelle, nous venons de loin, de très loin. Quand on sait que la Côte d'Ivoire, à un moment donné de sa vie, a connu ce qu'on a appelé la crise post-électorale, où en 2011, l'armée ivoirienne était véritablement très divisée et en pleine restructuration, où il a fallu intégrer les ex-forces FAFN à tout cet effectif. Aujourd'hui, nous avons la prise de contrôle totale du 43e BIMA qui symbolise l'évolution des forces armées de Côte d'Ivoire. Elle monte en puissance. Ça, c'est vraiment monter en puissance. Elle monte en compétence, elle se modernise et elle fait véritablement face aujourd'hui aux défis sécuritaires qui nous entourent, notamment le terrorisme. Avant d'avancer, comment est-ce que vous avez ressenti cet instant fort où le drapeau l'orange-blanc-vert montait sur le mât au centre du camp? À chaque fois que le drapeau orange-blanc-vert est en train d'être hissé, mais c'est un frisson qui traverse tout mon corps. Et j'étais véritablement fier, encore une fois, d'être ivoirien. Et pour revenir encore à cette rétrocession de la base militaire de Port-Boué aux forces de défense et de sécurité, il faut dire qu'elle s'inscrit dans un cadre plus dynamique, plus large de la reconfiguration des dispositifs militaires français en Afrique. Ce n'est pas forcément inhérent à la Côte d'Ivoire. Le transfert du camp militaire marque une avancée importante dans l'autonomisation stratégique de la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un symbole véritablement fort de souveraineté, la vraie souveraineté. Le pays reprend ainsi le contrôle total de cette base. Bien que la base soit désormais sous le contrôle ivoirien, la coopération avec la France ne disparaît pas totalement. Parce que la coopération a changé de forme.
On n'est plus Quels dans sont les axes maintenant de cette coopération? On n'est plus dans une coopération d'intervention, mais on est dans une coopération de formation stratégique, de renseignement. Parce qu'il y a une centaine de militaires français qui vont rester pour faire cette formation, l'accompagnement des soldats ivoiriens, quand on sait qu'il y a eu des formations entre les... Et c'est un signe d'une transition progressif plutôt que d'une rupture brutale comme ça a été constaté ailleurs. Très bien, merci beaucoup. Marius, comment après donc cet élément, c'est ce commentaire de Daouda sur la scène qui s'est passée, l'élément important, donc cette journée mémorable pour la Côte d'Ivoire. Certains diraient, attention, ils sont partis, mais ils sont encore là. Finalement, qu'en est-il de cette souveraineté tant réclamée? Marius, comment est votre commentaire? Attendez, on ne peut pas sortir d'un mariage qui a duré plus de 65 ans, comme si on sortait d'un dîner gala. Ce qui s'est passé ce jour au 43e Bima et qui se prépare depuis des années, l'a été au grand bonheur, non seulement des autorités ivoiriennes, mais en principe, devrait être pour le grand bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. Nous exigeons et nous réclamons à perte de vue, j'allais dire à tue-tête, eh bien, notre souveraineté nationale. Or, l'installation d'un camp militaire, l'installation d'une base militaire étrangère sur nos sols était un frein justement à l'expression de cette souveraineté. Et donc aujourd'hui, voyant donc et constatant l'effectivité de la remise de ce camp symbolique qui a uni les relations entre la Côte d'Ivoire et la France. La remise, dis-je, de ce camp symbolique à la Côte d'Ivoire est déjà source d'espoir pour nous, qui sommes très portés sur les questions donc de panafricanisme. Bien que nous ne sommes pas des chantres du panafricanisme, mais nous sommes quand même des adeptes du panafricanisme. Et le dire, c'est quand même réclamer ce qui est juste. Et ce qui est juste pour nous aujourd'hui, l'a été avec justement cette grandiose cérémonie qui a regroupé et le ministre français de la Défense et son homologue de Côte d'Ivoire, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, en présence donc du Premier ministre. Et donc nous sommes tout à fait heureux. Très bien. Et nous espérons que justement, à la suite de la remise de cet important camp à nos forces de l'ordre, à nos forces armées plutôt, eh bien nous espérons que, comme l'armée française a tenu ce camp des mains de maître, de façon, j'allais dire, excessivement professionnelle, nous souhaiterions justement que ce camp également, l'État mette à la disposition de nos forces armées nationales pour entretenir ce camp et que ce camp reflète ce que il a été durant la présence de l'armée française en Côte d'Ivoire. Et à la matière, nous n'en doutons même pas, dans la mesure où nous savons que quand vous allez au camp d'Agban, vous regardez le camp militaire d'Agban, la gendarmerie, le camp militaire de gendarmerie d'Agban, mais c'est très bien tenu. Tous les camps, même le camp Gallieni, tous les camps de... D'ailleurs, c'est une tradition. Voilà, l'armée, c'est la discipline, c'est une tradition. Et nous pensons que d'ailleurs, nous pensons que le nom qui a été donné au camp, celui même qui porte désormais, dont le camp porte le nom, est une autre, j'allais dire, est une figure, merci Christelle, c'est une figure de la discipline militaire. Et il l'a démontré pendant ces 30 années de service et nous y reviendrons. On reviendra à vous, Sarah Wadili Ndiaye. Dites-nous, dans quel contexte sécuritaire, justement, on assiste à la rétrocession de ce camp-là? Je vous remercie pour cette sous-régional comme africain. Oui, exactement. On fait bien de replacer un petit peu le contexte du coup à travers cette question. Je pense que c'est fondamental. On est effectivement dans une logique de réappropriation des infrastructures stratégiques, militaires, qui dit militaire, qui dit stratégique. Cette rétrocession va vraiment un tournant entre les relations militaires entre la France et la Côte d'Ivoire. Effectivement, pour moi, il y a un contexte pas seulement ivoirien, pas seulement même régional, mais surtout le continent africain. Le premier, c'est qu'on voit, et c'est un fait, on voit beaucoup d'États africains de plus en plus remettre en question la présence militaire française sur leur territoire. C'est un fait, ça fait partie de tous les débats politiques africains en ce moment.
Et soyons francs, soyons clairs, disons les choses comme on les entend. On reproche à la France de son ingérence dans les affaires politiques, que la France sert avant tout ses intérêts, etc. Donc ça fait partie des débats politiques, on l'entend très souvent. Donc forcément, se poser la question de la présence militaire française sur son territoire, j'ai envie de dire, rentre dans cette logique, c'est un peu une conséquence. Pas forcément pour la Côte d'Ivoire, mais dans certains pays, de remettre cette présence en question et puis de procéder à une rupture assez brutale parfois. Ce qui n'est pas forcément le cas en Côte d'Ivoire, mais ça l'est dans d'autres pays. Je pense qu'il y a aussi une volonté, comme le disaient Daouda et Marius, qui est assez logique, de renforcer sa souveraineté, l'image de sa souveraineté nationale. Qui dit souveraineté nationale parle de souveraineté militaire, ça va de soi. Ce qui se traduira, je pense, aussi par un choix aussi plus large des différents partenaires pour travailler sur les plans militaires. Donc pour moi, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser aujourd'hui, mais pour lesquelles on n'aura pas forcément la réponse. Lesquelles, par exemple, Sarah? Bon, la première, c'est de se dire, alors, cette rétrocession déjà, est-ce qu'elle est... elle est progressive, d'accord. Est-ce qu'elle va être réelle et définitive à terme? Ou alors, est-ce qu'on va partir dans une redéfinition d'un partenariat? Ça peut être les deux, mais en tout cas, on se demande ce partenariat avec la France à terme, comment il va se concrétiser. Et si on parle aujourd'hui de retrait sur le court terme, qui dit retrait dit, eh bien voilà, on aura des moyens en moins. Qui va gérer financièrement aussi la gestion de l'entretien de cette base? La Côte d'Ivoire ou selon vous Oui, bien sûr, la Côte d'Ivoire, mais quelles ressources? Alors, est-ce que c'est un budget d'État? Est-ce qu'on va devoir emprunter? Je ne sais pas, je ne connais pas non plus ce coût, mais en général, le coût lié à l'armée est assez conséquent. Après, tout dépend des pays, chacun sa stratégie. Aux États-Unis, c'est un énorme budget, l'un des plus importants. L'Allemagne, c'est quasiment rien du tout. Donc, il y aura aussi forcément, et peut-être, y aura-t-il une diversification des alliances avec d'autres pays? Dans quel cadre et comment? Et évidemment, une montée en puissance de l'armée, je suppose, ivoirienne en Côte d'Ivoire, mais il y aura la question pour moi des moyens. Si vous regardez aujourd'hui le classement, il y a un classement qu'on appelle le Global Firepower 2025. Le classement des armées. Tout à fait, qui classe toutes les armées du monde en fonction de leur nombre d'effectifs, nombre d'avions de chasse, etc. Donc la Côte d'Ivoire, elle se situe sur le continent africain en 17e position. Et la France et dans le monde, en 102e position sur 145 pays évalués. Ce qui fait que si on regarde juste, sur le continent africain, 17e, on n'est pas encore dans le top 10. Dans le top 10, vous avez l'Égypte, l'Algérie, et dans la région, c'est le Nigeria, forcément. La Côte d'Ivoire en 17e position. Donc il y aura forcément, je pense, cette volonté de monter en puissance. Et pour moi, se pose la question des moyens qui seront accompagnés pour répondre à cette question. Pour terminer avec vous, Sarah, sur ce point-là, vous dites qu'il fallait ne pas laisser, par exemple, là, on a 100 soldats français qui sont là. Pour vous dites qu'il fallait avoir carrément le camp 100% ivoirien et essayer de redéfinir donc les axes de formation et de renseignement, mais de laisser le camp 100% ivoirien, pas de présence soldat français. Alors bon, malheureusement, c'est pas à moi vraiment de répondre à cette question, mais plutôt à l'État ivoirien en fonction effectivement de sa stratégie à court terme et long terme par rapport à sa base militaire. Non, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Pour moi, c'est clairement un retrait qui est progressif. Je pense que c'est peut-être même plus intelligent de le faire par étapes. Et ce qui compte, c'est de retrouver sa pleine souveraineté militaire, de choisir effectivement ses partenaires, que ce soit la France ou un autre pays d'ailleurs. Je veux juste dire qu'aujourd'hui, la France se trouve dans une situation délicate. On lui reproche beaucoup de choses. Donc il faut savoir, à un moment donné, je pense aussi, se mettre en retrait, accepter la réalité, accepter les reproches qui lui sont faits, se mettre en retrait pour, déjà, acter ce qu'il se dit et peut-être, dans le futur, je ne sais pas, revenir sur des meilleures bases. Mais aujourd'hui, on ne peut pas forcer cette présence, on ne peut pas forcer une alliance et il faut laisser du temps au temps. Très bien. Écoutons maintenant Pascal. Pascal, vous avez écouté Daouda, Marius et Sarah. Quel est votre commentaire déjà sur ce jour symbolique et puis les différents enjeux de rétrocession avec en appendice la souveraineté? Écoutez, j'ai envie de dire pourquoi ça ne se passerait pas comme ça. Il n'y a rien de mal à ce que deux États civilisés, à un moment donné de leur coopération, quelle qu'elle fût ou quelle qu'elle soit, si ces deux États prennent une décision, relativement ici, et c'est le cas
à leur gestion, à leur coopération militaire, eh bien, s'ils en arrivent à une conclusion et que cette conclusion-là se passe dans ces conditions-là, il n'y a rien de mal. Je préfère une cérémonie de ce type qui est pleine d'émotions. J'imagine ce qui s'est passé là-bas. Je vois ce soldat, ce tirailleur qu'on a représenté, tout de bronze, j'imagine, qui rend hommage cette... la coopération, oui, non, enfin, ce soldat qui a été représenté dans l'image, qui rend hommage aux tirailleurs ivoiriens. On n'en parle pas souvent. Par extension, on disait les tirailleurs sénégalais, mais c'était toute la sous-région qui était représentée. Donc on pense à leur rendre hommage, une pensée pour eux. Et oui, je redisais, c'est une bonne chose que ça se passe ainsi. On peut reconquérir des pans qu'on croit perdus de sa souveraineté. Et en l'occurrence, le 43e BIMA était, à tort ou à raison, la manifestation physique évidente de ce qu'on disait avoir perdu en termes de souveraineté militaire. Et quand on récupère cette souveraineté-là à l'occasion d'une cérémonie comme ça, avec tout le monde qui est remercié, félicité, parce que cette présence-là, elle n'était pas fortuite. Derrière cette présence, il y a de la coopération, il y a de la formation, il y a des opérations conjointes, on va certainement en parler, mais il y a aussi des personnels civils, des personnels... militaires certes, mais des personnels civils, près de 400 ou 500 personnes dans l'administration ou dans les familles qui travaillaient et qui constituaient ce qui faisait la vie dans ce camp. Donc oui, maintenant sur les enjeux stratégiques et sous-régionaux, c'est clair, avec l'académie qui est présente en Côte d'Ivoire et qui a été montée sur la volonté de la Côte d'Ivoire. Voilà, de lutte contre le terrorisme, la ICLT. Il est bien clair que cette rétrocession ne sonne en rien le glas de la coopération militaire pour contrer toutes les velléités terroristes ou d'agression inter-État, enfin entre la Côte d'Ivoire et l'ensemble de ses voisins avec qui on souhaite bien sûr la paix, mais également intégrer aussi qu'un État, c'est des alliés. Et les alliés militaires, ça existe. Il n'y a pas que d'alliance économique entre États. Très bien. Donc les alliés militaires qui existent, eh bien, ce sont des alliances qui sont basées sur de nombreuses choses. J'évoquais la formation, mais il y a aussi des armes. Nous n'avons pas d'usine d'armes en Côte d'Ivoire. Nous les achetons avec des... en tout cas. Nous les achetons avec des partenaires. Le monde n'a pas vocation à se surarmer. C'est pour ça qu'il y a des classements, vous l'évoquiez tout à l'heure. Tout le monde ne peut pas avoir l'arme nucléaire. Le jeu des alliances fait que les uns les autres se protègent et qu'il n'y a rien de mal à cela. La rétrocession de la base du 43e BIMA marque un tournant dans les relations militaires entre la Côte d'Ivoire et la France. Si cet événement est perçu par beaucoup comme une avancée vers une plus grande souveraineté, il soulève aussi des interrogations sur l'avenir de la coopération sécuritaire entre les deux pays. Ce retrait est-il un simple réajustement stratégique ou le début d'une rupture plus profonde avec la présence militaire française en Afrique? La Côte d'Ivoire est-elle prête à assurer seule la gestion de sa sécurité face aux défis régionaux? Autant de questions qui alimentent le débat et qui façonneront l'avenir des relations diplomatiques et militaires en Afrique de l'Ouest. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à suivre l'évolution de ce dossier sur Live TV.